Bonjour, notre intervention intitulée Le savoir philosophique chez Hegel. Introduction. Le grand impératif de la philosophie de lumière est penser par soi-même. Pour Hegel, c'est aussi évident que de commander de manger par soi-même. Personne ne peut manger par autrui, pas plus que penser par autrui. Aux yeux de la conscience commune, le savoir apparaît comme une crime, comme une cime élevée et inaccessible aux yeux du savoir le plus haut. La conscience commune n'a aucune valeur pour la conscience. La science est fausse et pêche par abstraction. Pour la science, c'est la conscience qui est fausse et pêche par simplisme. La conscience ne saurait détenir la vérité sans la science, et la science demeure vide sans la conscience. La science exige de l'individu qui s'élève à l'éther du savoir. L'individu a le droit d'exiger en retour de la science qu'elle lui concède l'échelle qui mène. Le contenu de la science philosophique aux sciences de savoir, c'est précisément la connaissance du progrès de la conscience jusqu'à la science, indispensable pour que la conscience ne se limite pas à répéter les formules vides de sens pour elle, d'un savoir qu'elle ne comprend pas, dont l'apprentissage direct l'a fait, selon Hegel, marcher sur la tête. Premièrement, le progrès de la conscience vers le savoir, exposition et résultat. La zoologie est la science de tous les animaux. Cependant, lorsque l'on sait ce que l'on entend par tous les animaux, on ne peut pas pourtant zoologue. Une science ne tient pas dans sa formule ou son résultat, mais dans son exposition. C'est un préjugé très répandu que la philosophie pourrait se contenter de résultats, qu'elle pourrait s'exposer tout entière dans quelques formules. Pourtant, une formule philosophique générale, dont telle qu'elle n'a aucun sens, la proposition Dieu et l'être, par exemple, n'a aucun sens, donc aucune vérité sans exposition de ce que l'on entend par là, sans recours à l'expérience de la conscience à laquelle on s'adresse. Les termes philosophiques généreux, comme divinité, substance absolue, ne formaient pas un savoir immédiat, mais requéraient l'exposition d'un chemin que mène à eux. Le résultat d'une recherche n'est donc pas le tout effectivement réel du savoir. Il est seulement dans la mesure où il est lié à cette recherche et il exprime. Le savoir philosophique, moins que tout autre, n'est pas un savoir immédiat, mais s'accomplit par la médiation d'une exposition d'un chemin à accomplir depuis le préjugé de la conscience jusqu'au principe de la science. Deuxièmement, la philosophie de l'esprit, c'est donc une partie essentielle de savoir que le chemin qui mène la vérité comprend en elle-même le chemin qui mène à elle. La première figure de la conscience qui s'imagine détenir la vérité, c'est la conscience sensible pour laquelle est vrai ce qu'elle saisit immédiatement et directement comme objet de sens. De la conscience sensible au savoir absolu, c'est un chemin long et pénible pour le savoir, émaillé d'expériences diverses qui ne formaient une succession nécessaire qu'au point de vue du savoir absolu. Chaque étape par laquelle la science passe est une figure de la conscience qui est certaine de détenir le vrai. Il faut cependant distinguer certitude et vérité. La certitude est une croyance immédiate, la vérité est ce qu'il en advient à l'expérience. Chaque expérience de la conscience est pour elle un échec. La conscience sensible fait l'expérience de ce que le sensible immédiat est douteux, que le tenir pour critère de vrai est contradictoire. Sans apercevoir, la conscience qui croit avoir tout perdu avec son critère de vrai se convertit en une nouvelle figure de la conscience qui tombera à son tour sous la contradiction. Le progrès vers le savoir absolu, c'est-à-dire le savoir en lequel coïncidaient absolument certitude et vérité, et pour la conscience un chemin de doute et de désespoir. La science philosophique n'a d'autre contenu que la connaissance du chemin qui parvient jusqu'à elle.
Le philosophe n'est pas celui qui stigmatise les choses, les qualifie de haut de tel savoir qu'il détiendrait. On ne sait d'où d'ailleurs le philosophe et cet esprit humble qui contemple sans intervenir le lent développement interne de la chose même qu'il étudie et laisse progresser et se redéployer en lui-même les figures successives de savoir. La science de l'expérience de la conscience s'appelle phénoménologie de l'esprit. Phénoménologie parce que chaque figure est un phénomène ou une apparence de vérité. Esprit parce que l'esprit est la réalité la plus haute. C'est celle qui est au fond de toutes ces expériences et que la conscience découvre peu à peu en elle-même. Troisièmement, la vérité philosophique, selon Hegel. La conscience commune s'imagine que le système philosophique s'opposait les uns aux autres, pour autant que l'un serait vrai et l'autre faux. Elle ne le voit pas comme le développement progressif de la vérité à la façon dont se développe un arbre. Il serait absurde, en effet, de dire que le bouton qui disparaît dans l'explosion de la fleur est réfuté par la fleur. Le sens commun croit détenir immédiatement le savoir philosophique. Chacun pourrait philosopher sans apprentissages dans la mesure où nous détenons tous immédiatement le critère de mesure de vrai. La raison autant dire que chacun pourrait être cordonnier parce que tout le monde a des pieds, critère de mesure de la chaussure. Le sens commun est un très bon donné de la philosophie de Hegel, de même que la chicorée est un très bon donné de café. Troisièmement, le savoir spéculatif, l'entendement. Une réalité se présente extérieure à mon esprit, sa tâche est de la connaître et de la comprendre et de la penser. La nature de cette réalité englobe une plénitude de caractéristiques différentes. L'objet est concret, la concrétude d'un objet, en effet, c'est sa richesse, l'abstraction d'un objet, c'est sa pauvreté. Le triangle tracé sur le sol est concret. Il semble que sa description pourrait s'étendre sans fin. Il a une épaisseur, une dimension, un lieu, une durée de vie, etc. Le triangle en idée de la géométrie, au contraire, est abstrait. Il n'a qu'un nombre limité de caractéristiques toutes géométriques. La première tâche de l'esprit face aux choses concrètes est l'analyse. Elle incombe à l'entendement. Il s'agit de faire entrer le coin de l'esprit dans la texture compacte de la chose, de séparer les caractéristiques, de classer les propriétés. L'entendement est une force destructrice qui donne la solidarité de détermination de la chose. Et dessous de cette dernière, on un élément indécompensable. L'entendement permet seul de comprendre, mais c'est une force d'abstraction, c'est-à-dire de séparation et d'appauvrissement simultané de détermination de la chose. L'entendement pense abstraitement au lieu de s'en tenir à la nature complexe, à la fois une et diverse de la chose. La pierre est blanche, ronde, dure, froide, lourde. Il parle de qualité générale abstraite, blancheur, rondeur, dureté, froideur, lourdeur, etc. Aussi tient la chose réelle existant derrière ces qualités séparées les unes des autres. L'entendement ne pense que par opposition. Il oppose les déterminations de la chose les unes aux autres. Blancheur et dureté, par exemple, sont comme deux choses dans la chose. L'entendement ne détient pas la réalité de choses, mais la de nature. Il est extérieur à la vérité comme il est extérieur à la chose. Maintenant, la dialectique négative. La pensée abstraite de l'entendement est unilatérale. Elle ne pénètre ni exprime la totalité de la chose même, mais restitue un nombre indéterminé de points de vue sur elle. L'entendement ne peut aboutir qu'à des points de vue, c'est-à-dire à un savoir relatif, jamais à un savoir absolu. C'est la multiplicité de points de vue bornés, c'est la chose qui donne lieu à la contradiction indépassable
il n'y a de débat son point de vue, pas de point de vue son entendement. C'est dans la mesure exacte où il s'enferme dans un point de vue que l'entendement s'éloigne de la réalité de la chose même, s'enfonce dans le faux et suscite de lui-même son opposition. C'est la dialectique négative qui peut aussi bien opposer deux individus qu'un individu à lui-même. La pensée spéculative, la chose concrète, est une unité de détermination différente. L'esprit humain s'y rapporte d'abord sur le monde de l'intuition. La chose est là, avec toute sa richesse extérieure à l'esprit. L'entendement décompose la représentation de la chose en représentations élémentaires abstraites qui se posent les unes aux autres. Enfin, l'esprit s'empare conceptuellement de la chose, c'est la pensée spéculative. Au lieu de se rapporter immédiatement à la chose présente dans le sens pour la connaître, au lieu de la saisir pour la médiation des représentations abstraites, la pensée spéculative recompose en elle-même la vie de la chose dans toute sa richesse. La pensée spéculative n'agit pas sur des représentations au sens des images conceptuelles, statiques et abstraites, mais sur une représentation au sens théâtral comme déroulement de qualité d'une chose, circulation de détermination les unes dans les autres. L'attitude philosophique consiste à vivre intérieurement la richesse de la chose, l'entendement qui est la seule pensée à laquelle peut s'élever le sens commun est une pensée abstraite. Au contraire, la pensée spéculative est la pensée de la plus concrète, puisqu'elle exprime toute la richesse des qualités de la chose sans les séparer. Le philosophe ne pense sur les choses, mais dans les choses, ou plutôt l'esprit du philosophe est le lieu où l'objet se pense lui-même. Voilà notre intervention intitulée Le savoir philosophique chez Hegel est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.